Merci beaucoup, Carole. Je vous propose encore une fois d'attendre la fin de la deuxième communication pour poser les questions et grouper les questions. Donc, dernière communication de la journée. On accueille Tristan Mauffret, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, membre du Centre d'études et de recherche comparatistes dans cette même université, qui a soutenu une thèse en 2015 dirigée par Florence Dupont, portant sur deux corpus poétiques anciens, les poèmes homériques d'une part et le classique des poèmes de l'Antiquité chinoise d'autre part, dont il s'agissait d'étudier les usages comme source de savoir traditionnel dans une perspective anthropologique. Et c'est lui aussi un de nos membres historiques, comme Carole, comme Romain, comme évidemment Florence et Claude ce matin, d'Antiquité, territoire des écarts. Sur ce sujet, il a notamment contribué à un numéro de la revue Anabase intitulé « Pour une Antiquité monde », qui était coordonné par Carole Boisdin, Maxime Pierre, Antoine Pietro-Belli, et l'aboutissement des recherches du séminaire d'Athéo. Donc je te laisse la parole, Tristan. Oui. Merci à toi. Je te remercie. Merci à vous, à toutes les deux. Donc c'est normal que ce soit aussi petit, hein, c'est ça, c'est comme ça que ça... Bon, pour l'instant ça va. Et je défile avec les flèches simplement. Tu mets directement sur le diaporama, en fait, sur le PDF, parce qu'en fait, on peut mettre le diaporama. Ah voilà, ok. Tu fais défiler. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais commencer effectivement cette dernière intervention de la journée que je vais essayer de ne pas faire trop longue, justement, pour ne pas prolonger outrageusement cet après-midi. Par un mot de l'image que j'ai choisie en présentation, vous voyez peut-être pour l'instant, vous la verrez mieux dans un instant. Il s'agit d'une perle suspendue à un pendentif qui... peut donner de loin l'impression d'être une map monde, hein, en fait, et qui présente deux visages, un visage masculin à gauche, un visage féminin qu'on voit moins à droite, deux visages qui en fait sont considérés comme exotiques dans le contexte auquel ils appartiennent, puisque je pars dans cette présentation de la Corée actuelle, de la Corée du Sud actuelle, pour prendre un exemple de transfert d'objets culturels et des fondations qui leur sont liées, jusqu'à l'extrémité du continent eurasien. En l'occurrence, la péninsule coréenne est, à l'époque dont il est question ici, c'est-à-dire le 5e siècle après Jésus-Christ, partagée entre plusieurs États, dont le royaume de Shilla, où se trouve l'actuelle ville de Gyeongju. C'était la capitale de ce royaume pendant plusieurs siècles. Ce royaume va progressivement absorber les autres royaumes de la péninsule et donc comprendre en gros la plus grande partie de l'actuelle péninsule coréenne. Et je prenais cet exemple singulier parce que je trouvais particulièrement significatif de ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, l'importance des flux commerciaux pluriséculaires qui unissent les rives de la Méditerranée à l'extrémité de l'Asie de l'Est. De ce point de vue-là, ma communication fait en partie suite à celle de Domitil de Cornavin ce matin. Vous allez voir des complémentarités, bien évidemment. Alors, l'exemple de ce pendentif me paraissait parlant parce qu'il a été retrouvé donc, dans une des tombes royales. Ce sont des tombes en tumulus qui émaillent le sol de cette ville, grande ville touristique aujourd'hui. 5e siècle après Jésus-Christ, on est à une époque bien postérieure à celle à laquelle appartiennent les textes dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais je suis parti de cette époque pour montrer également la continuité de flux commerciaux, de liens commerciaux entre, je vous l'ai dit, le bassin méditerranéen et ses extrémités du continent. Dans le même musée, en fait, le musée national de Gyeongju, se trouvent notamment des verreries comme celle de gauche qui proviennent d'autres tombes de la même époque, à peu près 5e, 6e siècle, et dont on estime là aussi qu'elles proviennent, ces verreries, soit des côtes de la Méditerranée, donc ce qui a correspondu dans l'Empire romain à la province de Syrie, même si, encore une fois, il s'agit des siècles précédents, hein, bien évidemment, soit des différents États qui se sont succédés en
en Asie centrale et qui eux-mêmes commerçaient avec les rives de la Méditerranée. En tout cas, on a dans la facture de ces pièces de verre précieuses et prestigieuses retrouvées dans des tombes royales les traces matérielles de ces échanges commerciaux, donc bien antérieures à l'époque à laquelle appartiennent ces objets-là en particulier. La preuve, l'objet de droite, un autre verre qui lui a été retrouvé en Chine et qui est un peu plus ancien, 2e siècle après Jésus-Christ, vraisemblablement, lui donc provenait effectivement de l'Empire romain, des provinces orientales en tout cas de l'Empire romain. Alors cette première idée, ce premier constat, qui est bien connu, d'échanges commerciaux importants et concernant des objets en général chers et prestigieux, comme le verre, mais aussi l'argent, ou des tissus également précieux. Donc je l'illustre avec un deuxième exemple, justement un bol d'argent, un exemple un peu paradoxal, comme vous allez le voir dans un instant. Je me base pour cela sur l'étude qui a été faite par notre collègue Anka Dan, et je vous donne au passage la référence d'un article dans un numéro d'une revue en ligne, donc facile d'accès, qui porte précisément sur les traces archéologiques de ces échanges artistiques et commerciaux. L'exemple en question me semble particulièrement parlant puisqu'il s'agit d'un bol en argent provenant de Bactriane. Donc c'est un de ces anciens royaumes hellénisés issus des conquêtes d'Alexandre, aujourd'hui à cheval sur l'Afghanistan, le Tadjikistan, une partie du Pakistan également. Et ce bol, en fait, est resté pendant plusieurs siècles à Lhasa, donc au Tibet. C'est une des possessions prestigieuses d'une grande famille aristocratique qui a émigré du Tibet au début des années 60 pour des raisons évidentes, et dont cette possession a fini par atterrir au musée de Tokyo actuellement. Alors l'intérêt est évidemment celui-ci. Trouver un bol en argent originaire de Bactriane et représentant Alexandre le Grand dans les possessions d'une famille aristocratique de Lhasa pendant plusieurs siècles, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant. Or, Anka Dan explique que ce bol, qui a longtemps été considéré comme un bol grec, ne l'est pas tant que ça, dans la mesure où il ne vient pas de Grec, il vient de cette région donc de Bactriane, et dans la mesure où il représente certes Alexandre, mais un Alexandre entrant dans le paradis terrestre, c'est-à-dire un Alexandre qui illustre justement les réappropriations successives et multiples de cette mémoire d'Alexandre. Autrement dit, il n'est ni plus ni moins grec que s'il venait de Grèce, il est en fait issu d'une culture elle-même multiple, métissée, hybride, comme on veut en parler. Je veux dire par là que Alexandre le Grand, la mémoire Iskandar, la mémoire littéraire, mythique, légendaire donc, et aussi matérielle dans des représentations comme celle-ci, artistique d'Alexandre, n'est pas que grecque, elle est également partagée par des cultures d'Asie centrale. C'est donc une manière, dans ma diapo suivante, enfin en paraître le titre, de considérer que l'ailleurs n'est pas toujours où l'on croit. De notre point de vue, ce bol des confins, ce bol lointain, resté donc au Tibet pendant des siècles, représenterait vraiment la présence d'un héritage grec dans un ailleurs, dans un lointain. On peut en fait se rendre compte que ce n'est pas exactement cela, puisque précisément c'est Alexandre qui n'est pas moins grec que bactrien, ou n'est pas plus grec plutôt que bactrien, donc centra-asiatique si on veut, dans ces siècles de l'Antiquité tardive. Alors, ces exemples de l'Antiquité tardive, donc, je les laisse là pour revenir à un troisième et dernier exemple de cette présence de traces matérielles d'un vaste réseau d'échanges à travers le continent de l'Eurasie, avec un autre type donc, de marchandises, évidemment bien connu, la soie. Qui donne donc son nom aux routes de la soie sur lesquelles dont je vais dire un mot dans un instant. Deux exemples parmi beaucoup d'autres d'étoffes de soie donc d'origine chinoise. On peut prouver qu'elles sont d'origine chinoise, notamment parce que le tissage ne se fait pas dans le même sens en Chine que sur les bords du bassin méditerranéen à l'époque. Donc une simple analyse de la façon dont les fils sont tissés, et puis accessoirement évidemment des motifs qui sont représentés aussi, permet parfaitement aux spécialistes de textiles anciens
de prouver que ces étoffes retrouvées à Palmyre, donc dans l'actuelle Jordanie, sont bien d'origine chinoise. Je vous donne au passage la référence d'un ouvrage qui est utile comme synthèse pour illustrer différentes facettes de ces échanges commerciaux, mais aussi donc culturels et symboliques entre les mondes anciens, celui de Maurice Sartre, même si je ne partage pas toutes ses conclusions sur certains sujets précis, dont celui dont on va parler dans un instant. Mais peu importe, ça reste une synthèse et un outil riche, me semble-t-il, pour voir aussi cet aspect très très concret de la manière dont les cultures matérielles circulent à travers le continent. Alors j'en viens donc, après l'avoir évoqué tout à l'heure, à historiciser un petit peu cette notion de route de la soie, que je mets donc entre guillemets pour cette raison-là, comme un concept historique qui ne va pas de soi et qui évidemment est porteur de malentendus ou de réappropriations successives, parfois problématiques. En fait, cette notion de route de la soie est une création moderne qui date très précisément de 1877, et c'est l'œuvre d'un baron allemand, Ferdinand von Richthofen, qui, lors d'un séjour d'études géographiques et géologiques en particulier en Chine, destinées à étudier les conditions de faisabilité d'un réseau de chemin de fer transcontinental. Donc là, on est vraiment dans une perspective, là aussi, d'exploitation coloniale potentielle. Hein. Il ne va pas être réalisé de cette manière-là, mais de ressources au cœur du continent asiatique, donc reliant l'Europe à l'Asie. C'est à l'occasion donc de ces enquêtes géographiques et géologiques, poursuivant des buts tout à fait matériels, en l'occurrence, matérialistes même, qu'il développe une entreprise intellectuelle riche et qui sera suivie de conséquences importante, en l'occurrence la comparaison entre des traditions géographiques grecques et des traditions géographiques chinoises anciennes. Alors vous le voyez mal sur cette carte qui est en fait réduite ici, elle occupe une double page entière de la synthèse importante qu'il publie donc en 1877. Mais les itinéraires et noms de lieux toponymes qui apparaissent en rouge correspondent en fait aux descriptions grecques de ces régions d'Asie centrale par lesquelles passaient les caravanes, donc, et tandis que les itinéraires et toponymes en bleu correspondaient à la description de ces lieux dans les sources chinoises anciennes. Alors elles ne se superposent pas tout à fait. Dans beaucoup de cas, il estime que les descriptions chinoises sont d'ailleurs plus fiables rapportées à la géographie de son temps donc, que les descriptions grecques, en tout cas plus utilisables. Mais il y a véritablement l'intention chez lui de confronter ces traditions textuelles qui sont prises comme des sources de savoir géographique ancien, donc, pour penser la manière dont s'articuleraient ces deux traditions de savoir sur le cœur de l'Eurasie, en l'occurrence, la région du Pamir, la région du bassin du Tarim aussi, le désert du Taklamakan, cette Asie centrale, pivot du continent, la route des oasis par laquelle passait une partie des caravanes. Alors à partir du moment où il est conceptualisé, où elle est conceptualisée, cette route de la soie, qui apparaît soit au singulier, soit au pluriel en allemand, Seidenstrasse ou Seidenstrassen, dans le même ouvrage, et qui sera reprise très vite en français, puis en anglais et dans d'autres langues. À partir du moment où elle est conceptualisée, cette route de la soie, elle devient le support de très nombreuses études qui ont connu un renouvellement assez important dans plusieurs disciplines, notamment historiques, ces dernières années. Il y a même un champ de recherche en tant que tel consacré aux Silk Road Studies, aux études de la route de la soie dans plusieurs pays. Alors, de fait, c'est d'abord le caractère pluriel de ces routes de la soie qui est souligné aujourd'hui par toutes les personnes qui s'y intéressent. Donc, jamais il n'y a eu une route de la soie, une multiplicité d'itinéraires plutôt, et d'itinéraires qui en général n'étaient pas continus, c'est-à-dire qu'une caravane ne partait effectivement pas du centre de la Chine pour arriver vers la Syrie. C'était en fait des itinéraires qui représentaient des transmissions donc, de denrées par plusieurs intermédiaires. Et on sait que les routes maritimes, qui sont finalement simplement esquissées par les petits pointillés sur cette carte, mais qui étaient beaucoup plus représentées sur les documents que montrait Domitil justement ce matin, ces routes maritimes étaient particulièrement importantes, sans doute plus à beaucoup d'époques que les routes terrestres que l'on représente notamment ici.
Alors, si je passais sur ces différents aspects matériels, c'était pour vous sensibiliser, je parle donc aux élèves, aux étudiants et étudiantes, à cette plasticité du concept historiographique de route de la soie, au singulier donc ou au pluriel, et aussi à illustrer le fait que ce concept soulève des enjeux pour nous, disons, dans une perspective notamment plus littéraire, des enjeux épistémologiques, en plus des enjeux politiques et géopolitiques actuels. Un ouvrage qui a fait date de ce point de vue-là est celui de l'historien britannique Peter Frankopan, qui, donc en version anglaise d'abord, puis dans sa traduction française, a décrit justement la multiplicité des routes de la soie, non seulement du point de vue de la circulation de marchandises, mais aussi du point de vue de la circulation des idées, et en particulier des transferts de pratiques cultuelles, donc de traditions religieuses. Alors c'est donc un concept historiographique qui lui permet d'étudier sur la longue durée différents types d'échanges, bien autres que, dépassant largement donc celui de l'échange commercial, entre les différentes régions du continent de l'Eurasie, encore une fois. Or, vous le voyez, ce sont les deux images de droite, même si je ne vous ai pas mis les références. La suite qu'il a écrite à cette histoire des routes de la soie porte sur ce qu'elle devient à l'époque moderne et contemporaine, justement cette notion, et en particulier au réinvestissement de la notion par les autorités chinoises qui, comme vous le savez sans doute, ont fait des nouvelles routes de la soie, une devise, oui, c'est ça, un mot d'ordre censé donner le dessin, si vous voulez, des nouveaux flux d'échanges, à la fois commerciaux et flux d'échanges d'influence politique et géopolitique à l'échelle mondiale, dont la Chine serait à la fois le point de départ et le point d'aboutissement. Alors, je passe à la deuxième partie, au deuxième temps, à la deuxième étape de mon propos, pour en venir maintenant à la période qui nous intéressait, 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, à Rome, et faire une courte présentation de la question de l'imaginaire des serfs à Rome. Alors, les serfs, c'est le nom que les Romains donc donnaient au peuple qu'ils situaient à l'origine de ces étoffes de soie qu'ils importaient à grands frais dans l'Empire. On a donc chez les géographes anciens le terme grec de sérike, le terme latin de serica, pour désigner la région d'où seraient originaires ces objets. Mais en définitive, ces tentatives de fixer sur une carte une région appelée sérique sont extrêmement approximatives et ne sont pas le but en soi. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est de considérer que l'ethnonyme sert à désigner non pas un peuple dont il s'agirait de trouver le référent réel, comme l'ont fait un certain nombre de savants, controverses, pour essayer de démontrer par certains qu'il ne s'agirait pas des Chinois, mais des Tokariens, habitants, donc un peuple ancien de l'ouest de la Chine et de cette région centra-asiatique, justement. Alors, ces tentatives de donner au terme serf un référent précis, ce serait une manière de désigner un peuple précis, peut sembler tout à fait vaine quand on considère que, de toute façon, il ne s'agit pas d'un peuple que les Grecs ou les Romains auraient rencontré, justement, mais d'un peuple qui existe dans leur texte dont on va voir quelques exemples ensemble, et qui sont donc, en fait, le support d'un imaginaire. D'une certaine manière, c'est bien d'un peuple imaginaire qu'il s'agit, au sens où, on l'a vu ce matin également avec Lisa, quand elle parlait d'une géographie imaginaire dans le sens précis qu'elle vous a proposé. Ça ne veut pas dire fictif ici, ça veut dire que c'est une construction culturelle indissociable donc de l'objet, les séricas, vous voyez le neutre pluriel, les séricas, c'est-à-dire les étoffes de soie, les objets en soie, qui sont importés de ce lointain pays, mais dont on ne connaît rien de toute manière. De ce point de vue-là, la linguistique ne résout rien non plus. Il a souvent été répété que ce terme de serf pourrait peut-être trouver son origine dans le terme chinois, ce qui désigne la soie, justement. Mais c'est également une hypothèse qui a été combattue depuis plus d'un siècle maintenant par précisément un certain nombre de philologues qui s'y sont penchés. Une autre étymologie proposée plus récemment qui la rapprocherait d'une prononciation ancienne, archaïque, donc assez éloignée du chinois moderne, du caractère qin qui sert à désigner à une certaine époque donc la première dynastie impériale chinoise au moment de l'unification de la Chine en 212 avant Jésus-Christ, ne résout pas forcément les choses. L'explication par l'étymologie
ne sert pas à expliquer l'usage qui est fait réellement par les Romains de ce terme. Bien plus parlant pour nous est de se pencher sur les textes et de voir comment fonctionnent en contexte ces termes, les termes associés aux cerfs, et donc comment fonctionne cet imaginaire des cerfs comme un artefact culturel. J'entends par là donc une création par les Romains, une création culturelle servant à désigner un objet qui n'a de sens que pour cette culture, qui n'est donc pas une connaissance de l'autre, qui n'est pas un état du savoir ancien, incomplet à un moment donné, mais qui est plutôt la production d'une représentation sur un autre lointain, donc imaginaire, ou en tout cas imaginé. Alors, mon premier exemple est emprunté à Lucain. Je l'ai donc intitulé « Retour à Lucain », puisque je savais qu'on parlerait une première fois de Lucain ce matin, cette fois-ci à propos d'un exemple tiré du chant 10, où il est question du banquet auquel prend part Cléopâtre avec César. Cléopâtre, ici décrite avec tous les signes de l'excès orientale associée par les Romains à cet imaginaire justement de la dépravation propre à l'Orient fantasmé par les Romains. Alors les quelques vers que j'ai mis en gras m'intéressent ici parce qu'ils désignent justement le vêtement en soi. Que porte Cléopâtre. Je vous le lis donc, la blancheur éclatante de sa poitrine à Cléopâtre transparaît sous le fil de Sidon, tissé serré par le peigne des cerfs, que l'aiguille des bords du Nil a défait et dont elle a distendu la trame, élargissant sa texture. Alors, ma traduction est ce qu'elle est, mais de toute manière, les vers sont allusifs et difficiles si justement on ne voit pas de quelle manière ils interagissent avec d'autres présences textuelles qui nous sont parvenues de cet imaginaire romain des cerfs et par l'intermédiaire des objets que l'on importe à grands frais donc en soi. En l'occurrence, l'idée du peigne des cerfs, elle va trouver son explication dans le texte suivant. Vous le verrez, il s'agit de la croyance à Rome pendant longtemps, en l'absence de la connaissance des vers à soie, la croyance que la soie s'obtiendrait en peignant en fait une plante dont les fils seraient ensuite récoltés pour produire la soie. Mais ce qui est intéressant, c'est que les allusions beaucoup plus techniques aux différentes opérations qui sont faites pour obtenir une robe comme celle de Cléopâtre montrent qu'il y aurait ensuite un détricotage, si j'ose dire, en tout cas une action qui consisterait à défaire ou sur les bords du Nil, donc près d'Alexandrie, en tout cas dans l'Égypte où nous nous situons ici, défaire le tissu en soie importé depuis les serfs, et également un allègement, donc défaire ces fils pour les alléger et les retisser sous une forme qui est celle des tissus effectivement transparents, en tout cas translucides, portés ensuite par les femmes, beaucoup plus légers donc que les étoffes que vous avez vues sur mes précédentes diapositives, parce qu'en général ils sont retissés avec des fils de lin en particulier. Alors, cette procédure, elle est illustrée notamment, toujours au 1er siècle après Jésus-Christ, par un extrait comme celui-ci de Pline l'Ancien, qui parle, vous le voyez, de la manière dont la renommée des cerfs viendrait de la laine de leur forêt. Donc on voit bien ce flou, hein, la laine, mais une laine qui ne serait pas d'origine animale, mais d'origine végétale. Il détache au moyen d'un peigne le duvet blanc du feuillage en l'arrosant d'eau, à la suite de quoi il revient à nos femmes, c'est-à-dire les femmes à l'intérieur de l'Empire romain, pas nos femmes au sens de nos épouses, hein, la double tâche de défaire les fils et de les tisser à nouveau de la manière dont je vous parlais à l'instant, pour produire un objet extrêmement luxueux, mais également léger et en partie translucide, donc impudique, comme celui que porte Cléopâtre chez Lucain. Or, cette représentation est en fait déjà ancienne à l'époque où écrivent Pline ou Lucain, et on la trouve par exemple dans les Géorgiques de Virgile, publié donc en 29 avant Jésus-Christ. Vous voyez ces quelques vers qui énumèrent en fait un certain nombre de produits de luxe extrêmement coûteux et provenant d'un
tous d'un ailleurs, d'un lointain, là aussi plus ou moins fantasmé bien évidemment, tous d'origine végétale. Alors je laisse de côté donc les différents exemples, mais prends seulement ceux que j'ai mis en gras. Que dire des bosquets des Éthiopiens, puisqu'ils font allusion à l'Éthiopie dont on a parlé plusieurs fois déjà, qui blanchissent sous un moelleux duvet. Vous voyez sans doute là la confusion en fait entre l'origine de la soie et la culture du coton. Et de la façon dont les cerfs détachent des feuilles avec un peigne leur fine toison. On voit bien le glissement de l'imaginaire du coton à celui de la soie telle qu'elle est représentée par les Romains. Ou encore des bois sacrés que porte l'Inde tout au bord de l'océan, sur les rivages du bout du monde. J'ai ajouté ce vers et demi supplémentaire aussi pour vous montrer à quel point il s'agit encore une fois d'ethnonymes, cerfs, éthiopiens, indiens si l'on veut indirectement, qui sont associés dans tous ces cas-là à des confins, à des lointains. On l'a vu tout à l'heure, l'Éthiopie est proche du bord du monde. Les cerfs, eux aussi, tout comme les Indiens, sont associés très clairement dans ces topoi aux confins, aux lointains, au bout du monde. Et c'est ce qui justifie également leur intégration dans ces œuvres poétiques monumentales qui s'intègrent au Literae Latinae selon les explications données par Florence tout à l'heure, dans un dernier exemple romain qui est celui des Odes d'Horace. Alors il y en a plusieurs, hein, des mentions des cerfs chez Horace et dans les Odes, mais cet exemple-là notamment, où il est question d'une apostrophe, une prière à Jupiter, montre les cerfs et les Indiens, encore une fois associés, les noms des cerfs et des Indiens, encore une fois associés de manière topique, parce qu'ils sont placés aux bornes de l'Orient, et ces toponymes-là servent à placer aux limites du monde, aux bornes de l'Orient, dans cet extrême lointain des peuples qui sont poétiquement intégrés à l'espace maîtrisable potentiellement par Auguste, et donc placés par transfert sous l'autorité de Jupiter. Je voulais, par ces différents exemples, vous montrer que l'imaginaire des cerfs s'expliquait par des pratiques, par une pragmatique de texte, hein, qui est variable selon les types de textes que l'on a vus, mais qui fait aussi réseau, forme un ensemble, et ne constitue pas un savoir, ne se présente pas comme un savoir sur des peuples, un savoir géographique incomplet sur des peuples lointains, mais bel et bien comme un artefact culturel totalement intégré à un système de représentation et de production artistique, littéraire en l'occurrence, poétique en l'occurrence, qui n'a de sens que dans le contexte proprement romain des Literae Latinae. La troisième et dernière étape, donc sur laquelle je vais aller plus vite peut-être, est consacrée au pendant de ces textes, si l'on veut, sans rapport d'influence entre les deux, donc le pendant chinois de ce système. Et je voulais vous montrer qu'encore une fois, la notion d'imaginaire croisé fonctionne pour parler de ces représentations imaginaires donc, et fantasmées largement, d'un ouest lointain dans les textes chinois du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors en l'occurrence, je parle, vous voyez que c'est l'une des références textuelles qui figure ici, du Hou Han-Shu, c'est-à-dire du livre, au sens d'annales dynastiques ici, des Han postérieurs, c'est-à-dire la deuxième dynastie des Han, celle qui règne entre 25 après Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Alors, il se trouve que la chronique officielle de ces Han postérieurs, de cette dynastie, est compilée par définition après la dynastie. Les annales dynastiques sont toujours écrites à partir de documents par la dynastie qui suit la dynastie en question. Donc même s'il s'agit d'un ouvrage compilé au 5e siècle après Jésus-Christ, il est fondé sur des documents, des sources qui elles-mêmes sont issues de cette dynastie des Han postérieurs, donc des 2 premiers siècles après notre ère. Et de ce point de vue-là, il me semble intéressant donc, à mettre en rapport avec les textes romains que nous avons vus et qui leur sont presque contemporains, qui leur sont légèrement antérieurs. Il y a en fait une tradition progressive, ancienne et multiforme en Chine d'écriture sur ce qu'on appelle les régions de l'Ouest, sachant que dans ces régions de l'Ouest sont également intégrées ces régions dont je vous parlais au début, celles qui sont des oasis d'Asie centrale qui sont parcourues par les
anachronisme, donc route de la soie, et qui sont potentiellement progressivement décrites, notamment par quelqu'un comme Zhang Tian, qui va au deuxième siècle, oui, avant Jésus-Christ, être envoyé dans ces régions, être retenu prisonnier pendant un certain nombre d'années et rapporter des connaissances sur l'Asie centrale, dont la Bactriane, dont il était question tout à l'heure. Or, dans ce système, les toponymes, les noms chinois qui servent à désigner les régions ou les villes d'Asie centrale et occidentale, donc jusqu'à l'Empire romain, jusqu'aux provinces orientales de l'Empire romain. Ces toponymes sont ambigus, sont discutés, ils changent, a-t-on souvent l'impression, de référents, et même s'ils sont issus parfois de la déformation de toponymes locaux, comme Tiaozhe, le deuxième que vous voyez, qui se dériverait en fait du nom Antioche, eh bien, ils peuvent servir parfois à désigner une ville, parfois à désigner un territoire ou un royaume, un espace politique, et même à changer. De plus, vous savez qu'il y a plusieurs Antioches, et c'est bien la question que l'on va voir dans un instant. Le deuxième exemple, le dernier donc, dans ma liste, Litien, peut être dérivé de la prononciation d'Alexandrie, et sert à désigner parfois donc Alexandrie, parfois le royaume ptolémaïque de l'Égypte, et parfois l'ensemble de l'Empire romain, désigné dans d'autres textes sous le terme de Ta-Chin, vous voyez en haut. Or, Ta-Chin, c'est en fait le grand Qin, le grand royaume de Qin, c'est-à-dire c'est le nom de cette première dynastie impériale Qin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est appliqué, qui est rédupliqué sur cet Occident lointain, dont on sait qu'il correspond à un grand royaume, à un grand espace politique, mais avec lequel nous n'entretenons, c'est un nous chinois ici, pas de relations directes, mais uniquement des relations indirectes. Je passe rapidement sur cette carte qui était destinée simplement à vous montrer justement l'expansion du protectorat chinois justement sur ces régions correspondant notamment à l'actuel Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, et à ces oasis du bassin du Tarim qui jouent un rôle stratégique donc assez tôt. Or, trois textes que je vois rapidement, je vais en sauter un. Un premier exemple, celui, donc tous issus de ce Horanshu, de ces annales dynastiques des Han postérieurs. Un premier exemple, celui de cette expédition inaboutie d'un certain Ganning au 1er siècle, donc après Jésus-Christ, qui cherchait à atteindre cet empire du Ta-Chin, donc de l'empire romain, si l'on veut, et qui, en arrivant à Tiaozhe, dont je vous parlais tout à l'heure, se voit déconseillé fortement par les marins qu'il rencontre de prendre la mer. On lui dit qu'il va mettre, vous le voyez, peut-être 2 ou 3 ans à y parvenir, que c'est extrêmement risqué, que certains y ont laissé la vie, et il renonce. Alors on peut reparler d'un rendez-vous manqué. On voit également que les informations qui lui ont été données par les marins locaux sont fausses, ou quel que soit l'Antioche dont on parle ici, on ne met pas 2 ou 3 ans, même par très mauvais temps, pour arriver à l'Empire romain, c'est-à-dire en l'occurrence, il s'agirait vraisemblablement d'arriver à Alexandrie par le golfe Persique, puis le contournement de l'Arabie et la mer Rouge, comme on le voyait selon les routes que vous voyez ce matin dans les cartes présentées par Domitille. Donc c'est une désinformation volontaire qui est vraisemblablement, dont Ganning est vraisemblablement victime, désinformation volontaire qui serait le fait des autorités du Hanxi, c'est-à-dire de l'empire Parthe, dont Tiaozhe occupe la partie occidentale. De fait, l'empire Parthe est un intermédiaire et n'a absolument aucun intérêt à rendre possible ces contacts commerciaux directs, effectivement, entre des envoyés de l'empire Han, de l'empire chinois, donc, et des régions appartenant à l'empire romain. Tiaozhe donc ne serait sans doute pas l'Antioche méditerranéenne, mais une des Antioches qui figurait sur la carte de tout à l'heure dans l'Iran actuel, en fait. À une époque où il était possible de traverser le détroit d'Ormuz, sauf que Ganning ne l'a pas su. Un deuxième exemple donc, que je vais aborder très rapidement est celui d'une ambassade, entre guillemets, romaine, arrivée au Yunnan, c'est-à-dire l'actuel Vietnam, vraisemblablement, état vassal de l'Empire chinois à ce moment-là, en 66 après Jésus-Christ. Et ces marins, ces Romains, se prétendaient envoyés par un certain Antun, qui serait des formations d'Antonius, qui serait Marc Aurèle, roi du Ta-Chin. Et ils offrent donc un tribut
de défense d'éléphants, de cornes de rhinocéros, de carapace de tortue, vous voyez, qui n'a pas été jugé suffisant ou légitime par les autorités chinoises qu'ils rencontrent pour effectivement leur permettre de recevoir, d'être reçus. Donc là, encore une fois, un rendez-vous manqué, un contact inabouti. Ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle ce tribut n'a pas été jugé suffisant, c'est qu'il n'avait rien, regardez, de précieux ou de rare du point de vue des Chinois, et qu'il était donc en contradiction avec la représentation que les Chinois avaient de la richesse extravagante de cet empire lointain du Tachin. En fait, il s'agit d'objets qui ne sont pas des objets provenant habituellement de l'empire romain, mais qui ont certainement été amassés beaucoup plus proches des côtes du Vietnam par ces marchands. D'ailleurs, ces marchands n'étaient vraisemblablement pas des ambassadeurs, mais justement des marchands essayant d'établir un contact pseudo-officiel, mais dont les textes latins n'offrent absolument aucune trace. Donc on voit bien que ce qui est en jeu, ce sont des représentations, et mon dernier texte est celui-ci, un extrait donc d'une représentation, d'une description du Tachin dans cette fameuse chronique chinoise, où, vous le voyez, il s'agirait d'un territoire possédant plus de 400 villes fortifiées, dont les gens du commun sont cultivateurs, qui plantent en grande quantité le mûrier du ver à soie. Alors vous voyez quand même cette inversion des représentations tout à fait étonnante pour nous, où, du point de vue chinois, une des richesses de l'Empire romain viendrait de la culture du ver à soie. En fait, ça peut s'expliquer notamment par le fait qu'un certain nombre de pièces de soie détissées et retissées de la manière que je vous disais, donc retravaillées dans l'Empire romain, recirculaient, retraversaient le continent pour être vendus à nouveau comme des textiles précieux dans l'Empire chinois. Donc du point de vue chinois, l'Empire romain aussi pouvait être perçu comme l'origine de production de pièces de soie particulièrement précieuses et recherchées, ce qui pour nous peut paraître paradoxal. La description de la ville, de la capitale, est la suivante. Vous le voyez, 5 palais, tous éloignés considérablement les uns des autres, dont les colonnes seraient faites en cristal de roche, tout comme la vaisselle qu'on utilise pour manger. Et là, on voit bien que ces objets précieux de verrerie importés de l'Empire romain jouent un rôle étroit dans la construction d'un imaginaire totalement fantasmé de cette autre de l'Ouest. Donc, vous voyez que selon les critères qui sont utilisés, c'est en fait un dédoublement de soi, une sorte de double chinois qui est projeté sur ses confins occidentaux. Dans une autre phrase, l'auteur des chroniques dit qu'au fond, les Romains sont à peu près semblables aux habitants du Congo, aux habitants de la plaine centrale. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une altérité renvoyée à son altérité, mais plutôt un dédoublement qui est à l'œuvre dans cette représentation. Alors, je finis ici simplement pour vous dire que ma conclusion dans les deux cas était l'importance, d'accentuer encore une fois l'importance d'une étude des textes conformément à leur pragmatique, à la pragmatique de ces textes, c'est-à-dire à l'effet recherché et produit par ces textes dans le contexte bien particulier où ils s'insèrent, où ils sont créés et en fonction des usages qui leur sont prêtés. Et que cette histoire des représentations croisées ne peut avoir de sens qu'à l'intérieur justement de ce cadre d'une étude pragmatique des textes, qui parfois est déstabilisante, car l'ailleurs n'est pas toujours là où on le placerait, ou n'est pas toujours défini de la manière dont on le placerait, dont on le concevrait, nous, quand il s'agit de faire dialoguer Rome ancienne et Chine ancienne. Voilà, merci à vous. Je m'arrête ici.